J'achète quoi comme crypto? Eh bien écoute, c'est une question pas évidente que tu me poses là. Mais c'est vrai, je dois l'avouer que ça fait déjà de plus en plus souvent que je l'entends, qu'on me la pose, notamment avec les amis que j'ai IRL, et qui derrière n'ont jamais investi ou ne sont jamais documentés sur la crypto, mais qui de plus en plus en entendent parler. Que ce soit par leurs potes, que ce soit par moi, que ce soit également dans les médias, etc. etc. Et donc forcément, une question se pose derrière, si je souhaite investir dans la crypto, j'investis mais dans quoi? Alors, déjà, la première chose, c'est que ce soit dans la finance traditionnelle, dans les crypto-monnaies ou même dans la finance décentralisée, dans la DeFi, donc c'est-à-dire la finance pour les crypto-monnaies, dans tous les cas, une chose est absolument, absolument essentielle. Deux même. La première, c'est faites vos propres recherches. Il y a un acronyme en crypto, c'est DYOR, D-Y-O-R, Do Your Own Research. Faites vos propres recherches, informez-vous, allez chercher différentes sources, ne vous basez pas juste sur ce que je suis en train de vous dire, allez regarder sur différentes chaînes YouTube, sur différents sites, pour pouvoir comparer les informations et bien vérifier que ce qu'on vous dit est quelque chose qui est pertinent. En gros, faites-vous votre propre avis. Et la deuxième chose, c'est également diversifier les lignes de votre portefeuille. Je prends un exemple. Imaginez que dans votre portefeuille donc de finances traditionnelles, vous avez des actions de Amazon et des actions, je ne sais pas, dans la tech. Eh bien, le problème, c'est que vous allez vous retrouver, comme ça a été le cas hier, avec Amazon qui a perdu en l'espace de 5 minutes suite à des chiffres du coup de trimestriel. Eh bien, Amazon a perdu 20%. Chaque action Amazon a perdu 20% en 5 minutes. Ça veut dire que comme vous n'aviez que deux lignes de votre portefeuille, eh bien du coup, on va dire de manière équitable, eh bien vous vous êtes retrouvé avec 10% de votre portefeuille qui s'est envolé en l'espace de 5 minutes. Alors vous mettez 10 euros, c'est pas trop un problème, vous avez perdu 1 euro. Mais par contre, vous venez à mettre 10 000 euros, vous venez de perdre 1000. Et là, dans ce cas-là, forcément, c'est problématique. Donc derrière, il faut diversifier un maximum. Si au lieu d'avoir juste deux lignes dans votre portefeuille, vous venez à en avoir 10, eh bien d'accord, Amazon a perdu 20%, mais derrière, ça fait que comme vous avez réparti équitablement vos lignes, eh bien vous venez de perdre uniquement 2% de votre portefeuille. Et ça, finalement, c'est amorti et c'est quelque chose de très positif. Eh bien, le conseil s'applique de la même manière en crypto-monnaie. Alors, je ne suis probablement pas la personne la mieux placée pour pouvoir vous donner un détail hyper pertinent d'un portefeuille. Je vais vous donner une idée de ce qu'il en est. Je vais vous dire aussi comment moi de mon côté j'ai investi et quels sont les pourcentages dans différents projets pour que vous puissiez avoir une idée. Mais faites vos recherches, regardez pour vous-même, informez-vous, et puis derrière, l'objectif c'est de faire en sorte que du coup, s'il y a une crypto-monnaie qui s'effondre, on ne vienne pas à perdre 10, 15, 20, 30, 40% de son portefeuille. Alors, bon, la première chose, c'est évidemment quand on veut investir, faire ses recherches, il y a plein de sites, et un d'entre eux est CoinMarketCap. Donc un site absolument incroyable et génial, avec une quantité pharaonique de crypto-monnaies. Vous avez évidemment donc la market cap, le market cap, c'est-à-dire la valeur totale de la crypto-monnaie sur l'ensemble des portefeuilles de tout le monde. Vous avez également le volume qui a été échangé en 24 heures. Donc là, en 24 heures, il y a plus de 2 millions de bitcoins, soit 43 milliards de dollars qui ont été échangés. Et puis ensuite, vous avez l'évolution du prix, vous avez du coup le nombre de bitcoins actuellement en circulation, vous voyez qu'il en reste 9% qui n'ont pas encore été créés et minés par le réseau. Quand on clique dessus, on a évidemment d'autres informations, on a le site principal, le white paper, donc le livret blanc pour tout simplement connaître en fait le descriptif du projet. On a également des informations, ça j'en ai parlé, de la mail supply et tout, mais on a également depuis l'arrivée sur l'exchange, et bien du coup l'évolution du prix. Par exemple ici vous voyez qu'en 2014, et bien un bitcoin correspondait à 920 dollars. En 2013 c'était 100 dollars pour un bitcoin. Et vous voyez qu'à l'ATH on est monté littéralement à hop, l'ATH on est monté à 64 800. Donc c'est hyper intéressant comme site. On a vraiment des données de dingue. Enfin bref, à vous de voir, à vous d'aller chercher des informations, à vous de vous balader sur le site qui est toujours présent ici et de voir si finalement c'est une crypto-monnaie qui est pertinente ou non. Ça, j'en parle pour le Bitcoin, évidemment, à vous derrière de voir par rapport aux autres crypto-monnaies qui vous intéressent. Alors concrètement, là, ce dont je vais vous parler, c'est déjà vous présenter les crypto-monnaies que j'ai écrites. Bon, la première, en essayant évidemment de vous dire quels sont les avantages et les inconvénients. Alors la première chose, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée. C'est une innovation technologique absolument dingue. Il n'y a personne derrière le Bitcoin. Il n'y a pas un leader, un CEO, un CTO, ce que vous voulez, non. C'est en roue libre. Il y a une quantité
de développeurs qui bossent là-dessus qui est incroyable. Très peu d'innovation, mais c'est volontaire, puisque du coup le système fonctionne parfaitement depuis sa création dans les 2008-2009. Concrètement, c'est une innovation technologique de dingue. Les gens ont absolument une absolue confiance en ce qu'est le Bitcoin, en son fondamental, en son projet, en son white paper. Et enfin, pour terminer, au niveau du Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui est réellement considérée comme une monnaie. Les autres ne sont pas des monnaies, les autres sont des innovations technologiques. Et en fait, le Bitcoin en soi est une monnaie qui repose sur une technologie qu'est la blockchain. Ensuite, on a l'Ethereum. L'Ethereum, deuxième très grosse crypto-monnaie, d'ailleurs deuxième ici en termes de market cap. Concrètement, c'est des innovations technologiques assez impressionnantes, notamment certaines qui s'appellent les smart contracts, qui permettent de faire énormément de choses, notamment de développer des trucs qui s'appellent les NFT. Et en plus de ça, c'est une blockchain sur laquelle eh bien, il y a de plus en plus de choses qui se développent, et notamment une volonté très forte de pouvoir scalabiliser la blockchain, c'est-à-dire actuellement quand on effectue une transaction sur Ethereum, eh bien, ça prend plusieurs dizaines de secondes pour que la transaction se réalise, et des frais qui généralement sont de l'ordre d'une dizaine de centimes, quel que soit le montant. Mais par contre, si on va aller payer sa baguette de pain, ça va pas être assez rapide, et en plus de ça, en parallèle, les frais vont être trop élevés. Donc l'objectif est de diminuer de manière très significative les frais, et en plus de ça, en parallèle, de pouvoir faire en sorte que les transactions soient de plus en plus rapides. Et donc c'est vrai qu'il y a une innovation technologique importante sur l'Ethereum. Après, le gros problème d'Ethereum, pour le Bitcoin concrètement, il n'y en a pas, si ce n'est peut-être le Proof of Work, qui est la manière avec laquelle on sécurise le réseau, qui utilise des machines informatiques pour pouvoir réaliser ce travail, et donc par conséquent de l'électricité, mais généralement c'est en majorité, presque en majorité, c'est de l'électricité verte ou de l'électricité qui était de base perdue qui est utilisée. Pour l'Ethereum, je dirais que son plus gros point négatif, c'est le fait que ce soit d'une part une crypto-monnaie, une blockchain qui est centralisée. Pourquoi? Parce que pour valider le réseau qui est en proof of stake pour l'Ethereum, eh bien, il vient y avoir la grande majorité des nœuds, je crois à peu près entre 60 et 70% des nœuds qui valident et qui sécurisent le réseau, qui sont dans les data centers de Amazon, etc. Et donc, par conséquent, si du jour au lendemain, ils décident de couper ça, eh bien, la sécurité du réseau Ethereum vient en tout cas, être mise à mal. Le deuxième point négatif, c'est que Ethereum, à mon sens, n'est toujours pas au niveau du Bitcoin et ne le sera jamais, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est derrière le projet qui est Ethereum, Vitalik Buterin, qui est l'un des core devs, des personnes les plus connues sur ce projet, alors que le Bitcoin, on entend parler de Satoshi Nakamoto, qui est la personne qui est venue qui est venue à développer ce projet, mais ensuite qui a totalement disparu, on ne sait même pas qui c'est, et donc par conséquent, il n'y a personne derrière le Bitcoin. C'est une machine qui roule toute seule parfaitement, alors que l'Ethereum, il y a quelqu'un, et donc par conséquent, si la personne fait de la merde, et derrière, comme elle représente la blockchain et la monnaie qui est l'Ether, et bien derrière, forcément, ça peut induire des soucis. En parallèle, on a aussi, comme le BNB, qui est le token du plus gros exchange du monde, qui est Binance, ou bien le FTX, qui est pareil, et le token du coup d'un autre exchange qui s'appelle FTX. Ça peut être intéressant d'avoir des tokens d'exchange parce que, par exemple, Binance, j'ai une absolue certitude que dans le futur, cet exchange et cette entreprise va venir à perdurer. Concrètement, c'est des dizaines de milliards de dollars qu'ils gèrent chaque jour, qui transitent sur leur site chaque jour. C'est une quantité d'investisseurs absolument pharaonique sur leur exchange, et en plus de ça, Binance a par exemple investi hier 500 millions d'euros dans l'achat de Twitter avec Elon Musk pour un maximum de partenariats, de choses qu'ils veulent mettre en place. Donc concrètement, Binance, c'est vraiment l'exchange numéro 1 de manière absolue, et investir en son token, le BNB, qui devient avoir de plus en plus d'intérêt, que ce soit sur la Binance Smart Chain, donc qui est la chaîne du BNB, ou autre, ça peut être très intéressant. D'ailleurs ici je devrais mettre Binance Smart Chain, puisque du coup en l'occurrence c'est sur cette chaîne là. Ensuite on a le Polygon. Alors le Polygon, c'est quoi? En fait, les 5 tokens que j'ai mis ici sont des tokens qui sont des tokens dont le projet est solide.
que ce soit le Matic donc sur la blockchain Polygon, le Flux sur la blockchain Flux, le Ergo sur la blockchain Ergo, le token ADA qui correspond en fait à la blockchain Cardano ou le token DOT qui est sur la blockchain Polkadot. C'est tous des tokens qui ont des innovations technologiques qui sont en cours ou qui vont arriver. Le Flux dans les innovations technologiques, c'est sécurisé par du proof of work et du proof of share. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais en plus de ça, ils veulent développer une nouvelle manière de sécuriser le réseau qui est ce qu'on appelle le proof of useful work. Donc en gros pour développer plein de projets dans la science et en plus en parallèle sécuriser le réseau. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent pour le Flux. L'écosystème est assez dingue. C'est un token qui est encore considéré entre guillemets en bêta, mais en fait ça fait déjà des années que ça existe. Il n'est pas vraiment en bêta, c'est juste qu'ils n'ont pas terminé les innovations telles qu'ils le voulaient et que ces innovations prennent du temps et donc c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est un projet qui est très sérieux. L'Ergo a des innovations ainsi, le token Cardano, enfin de la blockchain Cardano, beaucoup d'investisseurs investissent là-dessus. Polkadot, j'en entends parler de temps en temps, mais je ne m'y connais pas assez. Donc voilà, ces trois-là, voire même ces quatre-là, pourquoi pas. Moi, je pense que le Flux est très sérieux. Le Matic, qui est le token de la blockchain Polygon, est aussi très sérieux et un token qui a beaucoup évolué ces derniers temps, puisqu'il y a des innovations technologiques très régulières, des partenariats avec des grosses boîtes, des grosses entreprises, et en parallèle, c'est une blockchain qui se scalable, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des transactions extrêmement rapides et des frais des fees, des frais de transaction faibles. Donc ça c'est vraiment voilà, un choix de 5 tokens qui sont pertinents et au niveau des innovations technologiques qui vont arriver ou qui arriveront, et ça peut être intéressant du coup d'en avoir dans son portefeuille. Après il y a tous les autres tokens que j'ai mis à l'exception des 3 derniers, donc tout ceci, bon, c'est des tokens qui sont dans des domaines différents. On a Solana qui est un token qui est lié à une blockchain, la blockchain Solana, qui peut être intéressant. Il y a notamment des NFT, toute une plateforme de NFT sur cette blockchain qui est relativement pas mal utilisée. Le souci c'est que c'est une blockchain qui a pas mal de problèmes. Ça arrive de temps en temps que la blockchain vienne pendant 10-15 heures ne plus fonctionner parce qu'ils n'arrivent pas à régler les soucis, et le problème c'est que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Donc du Solana, j'ai limité énormément mon exposition dessus. En parallèle, on a le Dogecoin, qui est à la base un meme coin, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'un meme, et ben c'est la même chose mais pour des crypto-monnaies. C'est un token qui n'a pas de fondamental, donc n'a pas de projet véritablement, à part des petits trucs que la communauté est en train de créer petit à petit. Et concrètement, il est porté par Elon Musk, qui a dit il y a quelques mois sur Twitter qu'il n'avait que du Bitcoin et du Dogecoin. Concrètement, beaucoup de personnes spéculent sur le fait que le Dogecoin va être un coin qui va pouvoir être utilisé sur Twitter. Pour ma part, je n'en ai absolument pas. Il y a pas mal de désavantages. Si demain Elon Musk vient dire le Dogecoin, moi j'ai tout vendu, et bien du jour au lendemain le token va perdre au moins 50%. Donc bon, je suis pas très fan de ce genre de token où la manipulation de marché par quelqu'un peut survenir. Après on a des tokens liés au métaverse, alors peut-être que c'est un thème qui vous parlera. Il y a les tokens Sand de The Sandbox et Mana pour Decentraland. Pour ma part, le métaverse, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour le futur. Ça va arriver. Si vous n'avez jamais vu le film Ready Player One, allez-y, mais foncez, il est incroyable. Il y a des partenariats très développés avec The Sandbox, avec Snoop Dogg, avec des grosses boîtes, Nike, etc. etc. Mana pour Decentraland, il y a des partenariats aussi, mais néanmoins, d'une part, on est dans une période où, au niveau macroéconomique, que ce soit dans la finance traditionnelle ou même dans les crypto-monnaies, la situation, elle est pas très jolie à voir, elle est pas très positive, hein. De toute façon, il suffit de regarder au niveau du Bitcoin, parce que le Bitcoin généralement c'est celui qui vient pas dominer, mais toutes les autres crypto-monnaies quasiment ont tendance à suivre, en tout cas très souvent suivent. Si vous regardez ici, on a eu toute une période où en fait on est monté après un événement qui s'appelle le halving, on en parlera dans une autre vidéo, mais on est monté avec un cours du Bitcoin qui était très élevé, et en fait là vous voyez que ça a redescendu énormément. Je vais juste décaler la plage et je vais me mettre sur cette période-ci. Vous voyez de la même manière que là on avait un prix qui était très faible, on est venu à exploser au niveau du cours et ensuite on est redescendu. Et bien la période qui est ici où en fait le prix était très faible, et bien on est dans la même période qui est ici. Je peux revenir encore avant, vous voyez la même chose. Ici on a explosé en passant de 100$ à l'équivalent de 1000$, ça fait x10, et ensuite hop on est reparti dans une période de ce qu'on appelle le bear market. Donc
Ces projets-là, en période de bear market, enfin, ne se développent pas. Ça peut être un bon moment pour accumuler avec des prix assez peu chers sur ces tokens. Mais bon, je reste un peu... voilà, je me pose des questions par rapport à ces projets. Je ne sais pas comment ça se développera dans l'avenir. Je trouve que ça peut être risqué, c'est pour ça que je l'ai mis dans token risqué. Après, à vous de voir. Toujours en parlant, non pas métaverse, mais jeux vidéo, il y a quelques jeux vidéo qui se développent, notamment, je ne l'ai pas écrit, mais il y a un token qui s'appelle, enfin une entreprise qui s'appelle Gala Games, qui bah, du coup travaille dans le domaine des jeux vidéo et qui concrètement a beaucoup de jeux vidéo en cours de préparation, qui se voudrait être la future plateforme Steam dans le futur. Bon, ça peut être intéressant, mais encore une fois, bon, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller dans les années qui viennent. Pour ce qui est de l'Illuvium, c'est un jeu qui va sortir dans quelques temps. J'ai un petit peu de ces tokens-là. C'est concrètement un jeu qui a l'air vraiment très très sympa. Je le compare de temps en temps au futur Pokémon, mais de la crypto-monnaie et de la blockchain. Bon voilà, à vous de voir ce qu'il en est. C'est des tokens risqués. Et puis après, on peut aussi parler d'un projet un peu particulier, mais qui va se démocratiser et qui se démocratise. C'est la blockchain Chiliz, dont le token de base est le token CHZ, qui en fait est une blockchain sur laquelle on peut facilement créer une nouvelle crypto-monnaie liée à un club de football ou à un club de manière générale. Ce qui fait que le Milan AC, l'Inter Milan, des équipes anglaises, etc., ont un token, une crypto-monnaie à leur nom, à leur effigie. Et donc, du coup, pour les fans de football ou d'autres sports dans le futur, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je sais que j'ai des connaissances qui ont investi là-dedans. Moi, je reste dubitatif. J'en ai pas, ni du Chiliz, ni des fan tokens. Mais voilà, je vous donne différentes idées que j'ai notées dans les tokens risqués, parce que je trouve que ça l'est quand même. Après, à vous de faire vos propres recherches. Et puis enfin, pour terminer, et après je vais passer et terminer la vidéo sur la présentation, ce qu'on appelle les stablecoins, c'est-à-dire les coins qui sont stables, qui sont tout le temps égaux à 1 $. Pour ça, j'en ai listé 3. L'USDC qui vient du coup de l'exchange Coinbase, qui est un exchange avec beaucoup de flux, mais quand même beaucoup moins que Binance. Ensuite, on a l'USDT, donc d'un projet qui s'appelle Tether, et enfin, une blockchain, et enfin, on a le Binance USD, le BUSD, pareil, de l'exchange Binance, qui est le plus gros exchange du monde. L'idée des stablecoins, c'est en fait d'avoir toujours dans son bag, donc dans son portefeuille, en gros, de la monnaie qui ne bougera pas, qui restera toujours à la valeur de 1 $, pour que, bah, par exemple, lorsque on a le Bitcoin qui vient perdre, je sais pas, 10% pour une raison X ou Y, eh bien, on puisse réinvestir dans le Bitcoin et acheter à un prix moins cher. Ou bien, un nouveau projet qui sort, on veut en acheter dès le départ, et bien, du coup, on a de la liquidité en stablecoin qui est disponible. Bon, ça c'était la présentation. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien du coup, je vais ici vous passer en couleur, en noir, les pourcentages que je vous conseillerais par rapport aux différentes cryptos. Le Bitcoin est un fondamental. Je vous conseille d'avoir au moins 30, 35, 40, si ce n'est plus, en pourcentage de Bitcoin. Pour ma part, de toute façon, ça va être très simple. À côté, je vais à chaque fois vous mettre le pourcentage que je détiens. Je suis à plus de 40% en Bitcoin et encore, je trouve que je n'en ai pas encore assez parce que c'est la base, parce que c'est lui qui domine le marché, parce que c'est lui qui mène tout, parce que on a confiance en ce projet, donc le Bitcoin, il faut y aller. En parallèle, il y a l'Ethereum, alors j'ai mis 15%, bon, c'est un projet qui a des innovations technologiques, j'en ai autant parce que j'ai autant d'Ethereum parce que concrètement, c'est quelque chose que j'ai miné pendant des mois et donc du coup, j'en ai conservé une partie, même si concrètement, j'en ai vendu beaucoup, puisque j'ai parlé tout à l'heure des points négatifs de l'Ethereum au début de la vidéo, et pour moi, ce sont des points qui sont quand même, voilà, très négatifs en termes de fondamental. Ensuite, en parallèle des tokens d'exchange, j'ai uniquement celui du Binance, enfin de Binance Smart Chain, le BNB. J'en ai 12% parce que j'ai confiance en ce token et au prochain bull run, donc quand le prix montera énormément, je sais que ça va exploser. En parallèle, pour tous les projets qui sont des innovations technologiques, je vous conseillerais d'être à peu près à 10% aussi. Moi, j'en ai 20% parce que du coup, comme je suis un mineur, bah, je connais un peu plus en détail du coup les projets, j'ai plus confiance en eux. Et puis, il y a des projets sur lesquels moi
moi-même de mon côté, comme c'est le cas pour le Flux ou pour l'Ergo, eh bien je suis déjà à la maison en train de sécuriser le réseau, donc je suis investi dans ces blockchains et dans ces projets. Je vous conseillerais 10%, c'est peut-être même beaucoup pour quelqu'un qui commence, sachant que concrètement le Flux et le Ergo, bah, c'est pas trop des tokens que les investisseurs ont tendance à avoir dans leur bag. Quand je parle d'investisseurs, je parle des gros investisseurs, puisque c'est plus quelque chose qui à la base est lié à j'ai bien dit à la base, lié aux mineurs, mais ça se développe, donc à vous de voir et de faire vos recherches. En parallèle, pour tout ce qui est les tokens risqués, j'en ai vraiment pas beaucoup. Du Solana, j'en ai un tout petit peu, de l'Illuvium, j'en ai, et tout le reste, Dogecoin, Sandbox, Decentralogies, Fan Token, j'en ai aucun. En fait, dans tokens risqués, j'ai aussi des tokens que j'ai minés, des crypto-monnaies que j'ai minées il y a quelques mois, et que concrètement, je n'ai pas vendu, histoire de laisser de côté, ou parce que j'avais la flemme. J'ai aussi, vraiment des tokens, qui sont des trucs poubelles, mais que je laisse, histoire de, si un jour ça augmente, et ben dans ce cas-là, j'en aurai. Mais voilà, concrètement, je vous conseille d'en avoir peu, voire même très peu, de telle manière à ce que concrètement, si vous venez à prendre du Solana, que ça se pète la gueule, que ça prend à moins 20%, et ben vous n'en avez que 25% dans votre portefeuille, et donc ça veut dire qu'au final vous n'aurez perdu que 1% de votre portefeuille de manière globale, ce qui est très limité. Si vous avez 10 000 balles, ça vous fait 100 euros. Donc bon, ça c'est quelque chose de positif et c'est pour ça que j'en ai aussi peu. Et enfin, en dernier, j'ai mis ici du coup les stablecoins. Alors vous allez voir, ça va vous choquer. Moi déjà, je vais vous dire, je n'ai aucun stablecoin. Pourquoi? Parce que je suis apte à pouvoir remettre de la liquidité si je veux en claquant des doigts sur les exchanges. C'est-à-dire, si là maintenant je veux racheter du Bitcoin, je peux tout de suite en mettre. Alors j'ai une stratégie qui est définie en avance et il est essentiel que vous fassiez de même, c'est-à-dire que vous vous disiez, bah tiens, toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, je vais mettre par exemple 50 euros, ou je vais mettre par exemple 100 euros dans crypto. Toutes les semaines, j'achèterai quel que soit le prix, 40% de Bitcoin, 20% d'Ethereum et le reste, je sais pas quoi, je le laisse en stablecoin. Il faut un plan qui soit déjà bien déterminé. Concrètement, moi je n'ai pas de stablecoin parce que de toute façon, les crypto-monnaies que j'ai là, j'en ai qui seront floues que ce soit par rapport à mon minage. J'en ai également sur lequel je viens investir en mettant directement de la liquidité et de la monnaie sur les exchanges quand je le souhaite, donc c'est pas un souci. Moi je vous conseille d'avoir 20% de stablecoin déjà dans votre portefeuille, ce qui fait que concrètement, si par exemple du jour au lendemain, le marché crypto vient perdre 10% parce que y a la guerre entre la Chine et Taïwan et il y a les Américains qui s'en mêlent, ou pas parce que y a telle ou telle annonce ou tel machin, et bien dans ce cas-là, vous avez 20% de votre portefeuille qui, lui, de son côté, ne bougera pas. Et donc par conséquent, bah, ça vous permet quand même de, entre guillemets, sécuriser les pertes. En parallèle, si vous sentez que c'est le moment de pouvoir réinvestir parce que bah, vous sentez qu'il y a une crypto-monnaie qui va petit à petit exploser parce que vous avez suivi les annonces ou autre. D'ailleurs, je vous conseille très fortement, régulièrement, d'aller voir les informations, que ce soit d'aller regarder des vidéos. Par exemple, il y a la chaîne YouTube d'un gars génial qui s'appelle Crypto Flash France, sur lequel chaque jour, il vous poste une vidéo en moins de 10 minutes ou en 10 minutes, il vous dit toutes les news qui se passent sur les différentes blockchains. Bon, ça c'est génial parce que ça vous permet vraiment de pouvoir presque anticiper en soi l'évolution des différentes crypto-monnaies, du marché, etc. Après, si vous voulez aller un peu plus loin dans les fondamentaux, il y a par exemple notamment Cryptolyse, qui est un YouTuber qui réalise du trading et de l'analyse technique et de fondamentaux sur un certain nombre de crypto-monnaies. Donc voilà, ça c'est des petites idées. Faites vos recherches, mais l'idée d'avoir déjà sur un exchange une quantité d'argent en stablecoin qui ne descendra pas puisque ça restera au même prix tout le temps, c'est-à-dire un token correspond approximativement à 1 $ pile poil, et bien dans ce cas-là, ça vous permet, si vous sentez qu'il y a une crypto qui va descendre et qui va, au contraire que ça va exploser, bah, d'acheter juste avant cette explosion vers le haut. Au total, ça vous fait donc bien 100% sur votre portefeuille. Alors, représenté sous la forme d'un diagramme circulaire ou d'un camembert, bon, bah, ça donne ça, bon, rien d'incroyable. Mais vous voyez qu'au final, ça fait que vous avez l'équivalent de 60% de Bitcoin et de tokens stables, c'est-à-dire donc de stablecoin, concrètement 60% de crypto-monnaie, où certes le Bitcoin a des fluctuations de prix parce que ça reste quelque chose qui est volatile, mais qu'il est de moins en moins et qui, sur le long terme, le sera encore de moins en moins. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà prédit et anticipé. Mais derrière, ça vous permet de sécuriser votre portefeuille par rapport à d'autres crypto-monnaies qui, eux, en parallèle, sont peut-être plus risquées.
Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres tokens qui vous viennent en tête et dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, à les poster en commentaire. Alors évidemment, après, vous faites un petit peu comme vous le sentez, hein. Là, ce sont des idées, vraiment les tokens qui me viennent le plus en tête et j'ai essayé de développer trois thèmes, le thème du métaverse, le thème du jeu vidéo et également du sport, parce que c'est quand même intéressant d'avoir des tokens liés à des domaines ou à des entre guillemets technologies différentes. Mais n'hésitez pas en commentaire à dire un petit peu ce que vous en pensez, ce qu'il en est, et puis faites vos recherches. Faites attention, ne vous faites pas avoir quand vous achetez un token en vous disant trop bien, du jour au lendemain ça va pumper, ça va prendre 50%. Non, allez-y doucement, n'investissez que ce que vous êtes potentiellement apte à pouvoir perdre, même si concrètement, en tout cas c'est une certitude que j'ai, je sais que la crypto-monnaie, que les crypto-monnaies de manière générale, dans le long terme, d'ici ne serait-ce que 2 ans, mais moi quand je parle de long terme, je parle de 10, 15, 20 ans, je sais que ça explosera. Alors c'est vrai, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est tout à fait possible que les crypto-monnaies qui soient là, elles aient disparu. C'est tout à fait envisageable. Mais dans ce cas-là, si ça vient à être réalisé, de toute façon, comme vous allez suivre régulièrement l'actualité, ou en tout cas juste pour vous en informer, même si vos crypto-monnaies dorment sur la plateforme sur lesquelles vous les avez achetées, et bien derrière, vous pourrez du coup anticiper, voir ce que vous faites, faire évoluer votre stratégie, etc., etc. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.